On a toujours l'impression que tout est rose dans la vie des personnes qu'on admire et qu'on voit réussir. Que l'herbe est plus verte dans le jardin de ceux qui sont adulés, qu'ils ne sont jamais dans le rouge avec leur carte bleue, et que leur vie est une carte blanche de liberté sur laquelle ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, et donc que leur vie est exactement comme ils le veulent. Mais l'histoire d'aujourd'hui va vous prouver le contraire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme qui a choisi le noir pour colorer son humour et qui s'est retrouvé, à force d'addiction, à embroyer un peu trop. C'est l'histoire d'un homme à l'humour piquant qui attire les foules à chacun de ses spectacles avec des chutes inattendues, et en même temps d'un homme qui a traversé tellement d'épreuves que la vie elle-même semble avoir tenté de provoquer sa chute. Cette histoire, c'est celle d'un humoriste d'investigation, provocateur dans l'âme, qui vous a peut-être déjà fait rire autant qu'il vous a choqué. Cette histoire, c'est celle de Jérémy Ferrari. Dans cette vidéo, vous allez découvrir son enfance très particulière, son ascension lente jusqu'à l'explosion de sa carrière, ses techniques d'écriture, son parcours de lutte face à la maladie des addictions, et enfin, sa vision actuelle de la société et surtout de la vie. Mais avant de démarrer, un léger disclaimer qui fait écho aux propos de Yann Moix à l'égard de Jérémy Ferrari. Et tout d'un coup, on perd pied, c'est-à-dire qu'on perd pied dans les convenances, on perd pied dans le tolérable, on perd pied dans l'admissible, pour entrer dans une galaxie où tout ce que vous dites tiré de son contexte, c'est 14 000 procès à la seconde. Or là, tout passe comme une lettre à la poste. Ici, vous allez voir un certain nombre d'extraits que j'essaierai au mieux de contextualiser, mais faites attention à tout ce que vous entendrez. Mais bon, de toute façon, à la fin de cette vidéo, vous aurez tellement envie de voir ces spectacles que vous finirez par avoir le contexte complet. Une journaliste lui avait dit en 2020 « Ok, ce mec, en fait, j'ai envie de prendre un café avec lui, j'ai envie qu'il soit en face de moi et qu'on se parle pendant 2-3 heures, j'ai envie de vous poser plein de questions. » Et c'est exactement l'impression que je veux que vous ayez. Celle de partir à la rencontre de cet humoriste en profondeur, comme si vous aviez discuté avec lui pendant 1 heure ou 2. Et ça commence avec cet extrait dans l'émission Click. Si on t'offre un détective privé, tu enquêtes sur qui? Sur moi. Eh bien, pendant des dizaines d'heures de recherche, ce détective privé sur Jérémy Ferrari, ça a été moi. Enchanté, et voici ce que j'ai à vous dire. Si aujourd'hui, Jérémy Ferrari, ou Jérémy Larzillière de son vrai nom, évolue dans l'univers du spectacle, monte sur scène devant des centaines de personnes ou passe à la télévision, il n'a pour autant pas du tout grandi dans ce milieu qu'il côtoiera un jour. Il a grandi dans la ville de Charleville-Mézières. Comment ils savent que je suis de Charleville-Mézières? J'ai enquêté, Jérémy. Beaucoup. Et Charleville-Mézières, c'est une ville proche de... aucune grande ville. Allez, à la limite, je vous accorde Reims à 80 km. Dans le quartier de Manchester. Et non, rien à voir avec les paillettes du club anglais qui porte le même nom. Manchester de Charleville-Mézières, ça ressemble à ça. Une ville où 51% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Bref, dans des conditions qui ne sont pas des plus favorables pour devenir un grand artiste. Mais Jérémy, il a quand même une chance et on la trouve dans son contexte familial. Il raconte, je cite, « Mes parents viennent tous les deux de milieux différents. Mon père est vraiment un mec de quartier. Il a commencé à bosser à 13 ans, il faisait les vides-greniers, une vie un peu à la dure. Ma grand-mère maternelle possédait plusieurs commerces d'alimentation, dont un dans le quartier populaire où vivait mon père. C'est dans l'un d'eux que mes parents se sont rencontrés. Ma mère y était employée et mon père est devenu magasinier. Comme c'était un quartier chaud, ils ont vu d'un bon œil que ce soit un mec du coin qui y bosse. Ça évitait les histoires, les raquettes. C'était un petit commerce de proximité avec une caissière et mon oncle qui faisait le boucher. Alors c'est pas la rencontre de ses parents qui est favorable à son succès, même si ça a été favorable à sa naissance. C'est plutôt la relation qu'il a avec sa mère. Vous savez, vous avez parfois des artistes qui répondent avec un peu de démagogie à la question « Quelle est la personne qui vous inspire le plus ? Ma mère ou mon père ?» Pour Jérémy Ferrari, je crois qu'il n'y aurait aucune réponse qui serait plus honnête et plus sincère que ma mère. C'est d'ailleurs son nom de jeune fille qu'il a choisi comme nom de scène, Ferrari. Et si vous trouvez que Jérémy Ferrari c'est le plus grand génie de l'humour noir qui existe en France, désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. C'est sa mère. Et mon père était plutôt le souffre-douleur à la maison, on aimait bien le piéger. Comme il rentrait un petit peu plus tard que ma mère, on aimait bien piéger son parcours quand il rentrait, mettre des pétards sur la porte. À la Ma prison mère me dit, bon, comme tu le sais, ton père est allé en prison. Alors que non. Et puis elle me dit, il a un tatouage dans le dos qu'il a fait en prison. Et je dis, mais je l'ai jamais vu à la plage, et non, parce qu'il met de la pommade pour la cacher. Donc elle va voir mon père, elle lui dit, j'ai dit à ton fils que t'avais un aigle royal dans le dos. Et ma mère dessine plutôt bien, donc ils vont dans la salle de bain tous les deux. Et puis avec le dos du stylo, elle lui fait croire qu'elle lui dessine un aigle comme ça. Et en fait, elle lui dessine un tout petit poulet. Mais lui, il pense qu'il a un aigle, lui. Lui, il a l'impression d'avoir un aigle.
Et mon père est assez costaud, donc il arrive dans ma chambre et alors il enlève sa robe de chambre comme ça, puis il gonfle son dos. Elle est juste trop forte et surtout elle le pratique avec son fils avant même qu'il ait 10 ans. Pour vous donner quelques autres exemples, elle a raconté un jour à Jérémy que son oncle avait un frère jumeau qui était caché depuis toujours dans le grenier. Elle lui dit alors « Attends Jérémy, viens avec moi là-haut, je vais te le présenter. » Et là, elle pointe du doigt un tapis enroulé par terre, comme s'il y avait un corps qui se cachait à l'intérieur, et elle lui dit « Regarde, il est juste là. » Un autre jour, il est au magasin avec sa mère, il est 7h du matin, et une femme se présente pour acheter une bouteille d'alcool. Elle tient à peine debout, et elle trébuche dans les bouteilles qui sont situées en bas de l'étalage. Jérémy raconte d'ailleurs qu'il mettait les bouteilles les moins chères en bas, parce qu'elles étaient souvent achetées par des personnes qui n'avaient plus la force de tendre le bras. Et Jérémy, il est encore enfant, alors il demande à sa mère « Maman, pourquoi la dame elle boit ?» Et là, tenez-vous bien, elle lui répond « T'as vu la gueule qu'elle a? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre ?» Quand vous avez 7-8 ans et que vous entendez ce genre de vanne, vous comprenez bien que c'est structurant. Et ça continue aujourd'hui. Regardez le genre de blague qu'il continue à se faire. Ah oui, en fait, à chaque anniversaire... Et là, je lui en ai encore offert une, là, parce que c'était son anniversaire le 22 janvier. Et je lui ai offert encore une couronne mortuaire. Et je lui ai mis « Maman, dernière ligne droite ». Et ça va se ressentir dans son humour, mais on aura le temps d'en parler. Bref, une relation tellement particulière sur le plan de l'humour noir avec sa mère, qu'on commence déjà à entrevoir une chance que ça forge un humoriste tout aussi particulier. Sauf que si un sourire se dessine sur le visage de Jérémy à chaque blague d'une mère attentionnée qui essaie tant bien que mal d'apporter un peu de légèreté à son quotidien, il n'en reste pas moins un enfant malheureux à cet âge-là, dans un contexte qui prend une énorme partie de son temps, l'école. Si à l'école primaire ça va à peu près, à partir de la 6e, ça dégénère complètement. Jérémy a d'ailleurs une phrase qu'il utilise très souvent pour décrire son expérience avec l'éducation nationale. Pour moi, l'école est une lutte perpétuelle contre le sommeil et l'ennui. Et pour en parler, il explique ça. Je décroche en fait, je décroche vraiment de l'éducation nationale, je décroche complètement. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi. En fait, je commence à regarder l'éducation nationale avec un certain recul en fait, et je comprends pas le but. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on m'apprend ces choses. J'ai encore de l'intérêt, par exemple, pour la biologie, parce qu'il y a un truc très concret. On m'apprend comment les choses fonctionnent, comment les choses vivent, donc j'y vois un intérêt. Le français, parce que j'y vois un intérêt. Je trouve ça intéressant d'étudier des textes, etc. Je vais décrocher aussi un peu plus tard, quand je vais commencer à plus forcément être d'accord avec les analyses de textes de mes professeurs. Donc là, je vais commencer, et je sens bien qu'il faut que je sois d'accord avec leur analyse. Donc là, je vais reperdre le but. Donc au fur et à mesure, le français, je vais décrocher. Mais à ce moment-là... Les mathématiques, je comprends pas pourquoi on m'apprend ça. L'histoire, je trouve que les cours sont extrêmement décousus et très superficiels. Donc en fait, je comprends pas pourquoi on me l'apprend de cette manière. Le sport, je trouve ça naze. Et en tout cas, j'aime bien le sport, mais je trouve que ce qu'on fait en sport est pas très intéressant. Donc voilà, en fait, je m'ennuie. En fait, je trouve pas ça. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Et ça donne déjà une information cruciale au détective privé que j'essaye d'être. Jérémy était un enfant et sera un adulte qui a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas faire quelque chose ou s'y intéresser juste parce que c'est comme ça. Après avoir passé des dizaines d'heures à écouter ses interviews, je crois que c'est ça l'expression qui devait le plus l'énerver quand il était enfant. C'est comme ça. Comme si on devait suivre tout ce qu'on nous dit parce que les choses ont été conçues comme ça, sans qu'on ait vraiment à chercher à comprendre pourquoi. Et ça devait sûrement être un des mots que le Jérémy enfant utilisait le plus. Pourquoi ? Je crois que je visualise les scènes qu'il devait y avoir à la maison ou à l'école. Tu dois apprendre ça. Pourquoi ? C'est comme ça. Pourquoi ? C'est comme ça. Et ça peut durer très longtemps avec un gamin un peu têtu. Et en même temps... c'est légitime. Le problème, c'est que ça, c'est vous et moi qui l'expliquons avec le recul qu'on a, avec notre regard d'adulte. Mais pour Jérémy, à cette époque-là, c'est pas comme ça qu'il le vit. C'est assez étrange parce que là, en réalité, je prends du recul là-dessus, c'est-à-dire que là, j'intellectualise le truc, c'est-à-dire que maintenant, je l'analyse, mais au moment où je le vis, c'est pas comme ça que je le vis. Donc en fait, je ne vis pas ça en me disant je ne comprends pas pourquoi on me l'apprend. Je vis ça en me disant je n'arrive pas à me concentrer pour écouter, je n'arrive pas à retenir, je n'arrive pas à comprendre. Et réfléchir et rester éveillé pour écouter me demande un effort hors du commun. Et le pire, ça arrive en classe de seconde, à un moment qu'il appelle son point de rupture
avec l'éducation nationale. Une prof de français propose le plus simplement du monde de faire un débat en classe. Et ça me parle parce que ça m'arrive très souvent dans mon métier de faire des simulations de débat dans des collèges ou des lycées. Et là, le Jérémy de 16 ans, il est hyper content. Enfin, on va me laisser penser par moi-même. Enfin, on va laisser chacun penser par lui-même plutôt que de lui imposer des idées. Sauf que là, la prof, avant de commencer, elle propose aux élèves de lire 2 textes. Un pour la peine de mort et un contre la peine de mort. Bon, jusque-là ça va, on n'impose pas des idées, on présente les 2 camps pour que chacun puisse avoir de la matière. Sauf que le texte pour la peine de mort s'avère être dénué de tout argument, presque débile. Et à l'inverse, le texte contre, c'est un texte de Victor Hugo, qui est juste un classique indiscutable prononcé par un des plus grands goths de la littérature. La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Et ça met Jérémy hors de lui. Voilà l'impression que ça lui donne. Et là, pour moi, ça a été un point de rupture. J'ai dit, en fait, vous nous vendez un débat, mais en fait, vous voulez pas de débat. Vous voulez qu'on vous dise qu'on est contre la peine de mort. Alors, c'est pas grave. Pour moi, personnellement, c'est pas grave. Ça n'aurait rien changé à ma manière de penser. Mais en fait, vous ne voulez pas qu'on débatte. Donc, j'ai marqué sur une feuille, je suis contre la peine de mort, et j'ai rendu ma feuille. Et elle me dit, ben non, mais je dis, mais non, mais c'est ce que vous voulez entendre. Donc, je vous mets ce que vous voulez entendre. Donc, je veux 20 sur 20, parce que de toute façon, notre avis, vous en foutez. Vous voulez juste entendre qu'on est contre. Bon, ben voilà, on est contre. Une énième mascarade qui finira de dégoûter l'adolescent de 16 ans par un énième espoir déçu. Heureusement, non loin des rayons de soleil des blagues de sa maman, se trouve un autre rayon de soleil que l'on appelle communément la passion. Et cette passion, pour lui, vous vous en doutez, c'est l'humour. Il passe son temps libre à se nourrir, je cite Libération, des cassettes VHS d'humoristes qu'avait sa mère, et il en découvre notamment un avec qui il sera par la suite très souvent comparé pour son humour provocateur, Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Et là, Jérémy Ferrari, il y trouve enfin du sens. Et avec le sens, vient l'envie. Je suis sincèrement passionné par mon métier. J'ai toujours voulu faire ça. Depuis petit, tu vois. Et quand j'étais petit, je voulais être une star. Mais si on m'avait dit, tu le seras pas et tu vas juste vivre de ton métier, je l'aurais fait quand même. Donc je récapitule, il alterne entre d'un côté un parcours scolaire chaotique qu'il vit désespérément mal et dans lequel il ne trouve pas sa place, et de l'autre une relation avec un humour noir et provoquant, des blagues de sa mère à celles de Desproges, dans lequel il trouve du sens. Alors, si on veut être vraiment heureux, on fait quoi ? On garde uniquement le côté qui nous rend heureux et on envoie valser l'autre. Sauf que c'est pas si simple. Parce que derrière ça, il y a quand même des parents qui sont inquiets pour l'avenir de leur fils et qui lui disent, un grand classique, écoute, tu vas au moins jusqu'au bac et après tu fais ce que tu veux. Mais pour lui, aller jusqu'au bac, c'est pas une simple formalité. C'est pas juste, bon ok, je fais le dos rond, j'attends que ça passe, je réussis mes examens et hop, je suis tranquille pour toute ma vie. Non, c'est s'infliger 3 années supplémentaires de souffrance dans un environnement qui le dégoûte au plus haut point, qui lui donne le sentiment d'être nul et dans lequel il se retrouve plongé dans un malheur total. Mais Jérémy a la chance d'avoir un prof principal qui en est totalement conscient, au point de dire à ses parents, à une réunion parents-prof, Jérémy, je sais pas ce que t'as comme projet, mais déjà que tu galères, arriver jusqu'au bac, ça me paraît... Bon, de toute façon, avec le bac, on fait rien. Alors il regarde sa mère et il lui dit « Avec le bac, on fait rien ? Comme c'est prévu que j'aille jusqu'au bac, si on fait rien avec le bac, autant que j'arrête maintenant. » Bien joué Jérémy, toujours dans les bons coups. Mais c'est pas pour autant que sa mère a accepté. Elle s'est juste énervée contre le prof avec un légendaire « Bravo, bravo monsieur !» Bref, le calvaire est loin d'être terminé. Mais c'est à ce moment de sa vie qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Passionné par l'humour, Jérémy Ferrari suivait naturellement des cours de théâtre à l'école. Et son prof, Bruno Nion, croyait vraiment en lui. Après mes 7 péchés capitaux, quel souvenir gardes-tu de l'Arthur Rimbaud que tu avais si magnifiquement interprété dans 2 chaises vides de Bertrand Mathieu que j'avais mis en scène? Je t'embrasse. Bruno, en fait, Bruno, c'est mon papa de théâtre. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a même dit à mes parents à 17 ans, vous pouvez le laisser partir, ça va marcher pour lui. Wow. Ce qui est quand même une grosse décision, une grosse responsabilité de dire ça à des parents à 17 ans. Jérémy va alors passer un pacte avec ses parents. Si je suis pris au cours Florent, vous me laissez arrêter l'école avant le bac. Un jeu d'enfant, vous me direz, pour le phénomène qu'il semblait être à l'époque quand on entend les mots de son professeur de théâtre. Sauf que, petite subtilité, il est normalement impossible d'intégrer le cours Florent en étant mineur. Et ouais, bien joué les parents, vous l'avez bien eu sur ce coup-là. Mais face à la détermination d'un adolescent talentueux et passionné, les règles peuvent parfois être brisées. Et puis je vais faire les auditions,
Je suis reçu par François-Xavier Hoffman qui m'auditionne et qui me dit « T'as quel âge ?» et tout. Donc j'avais 16 ans. J'ai 16 ans. Il me dit « Tu sais qu'on peut pas rentrer en étant mineur et tout ça, machin. » Et il me dit « Mais si tes parents sont OK, on fera une dérogation. » Et donc je suis rentré en disant à ma mère « voilà. » Et donc mes parents, mon père et ma mère, qui ont beaucoup d'honneur et de paroles, on dit « Bon, si t'es pris, merde. Pars. Hein. » Et donc j'ai arrêté l'école. Et voilà comment en l'espace d'une audition, Jérémy Ferrari se retrouve libéré du poids de l'école qui le faisait plonger peu à peu. La porte est ouverte, Jérémy Ferrari pourra être un jour humoriste, monter sur scène et vivre de sa passion. Et c'est maintenant que les choses commencent vraiment. Son prof de théâtre lui propose de monter son spectacle. Il le programme dans une salle de 700 places dans sa ville d'origine, dans laquelle il pourrait jouer pendant 1 heure son premier spectacle, de sketch en sketch. Vous avez peut-être déjà eu ce fantasme d'être repéré parmi la foule par quelqu'un qui verrait simplement à votre visage que vous êtes spécial. C'est presque ce rêve qu'a vécu Jérémy. Et c'est son rêve qu'il va pouvoir commencer à pourchasser. Et je dis bien commencer, pas atteindre. Parce que oui, il est repéré tel un génie phénoménal. Oui, il intègre la prestigieuse institution du Cours Florent. Oui, tout le monde croit en lui. Ça y est, c'est plié, la route semble tracée. Malheureusement, ça va pas être aussi simple que ça. Le parcours de Jérémy Ferrari, à partir de son arrivée à Paris, se résume en une seule phrase, une dizaine d'années de galère avant que ça fonctionne. N'imaginez pas la grande vie tout de suite, avec de l'argent qui tombe à flot et des soirées à tout va. Non, à cette époque, le quotidien de Jérémy Ferrari, c'est se débrouiller pour survivre le temps que ça marche. Il va être agent de sécurité pour des parkings, vigile de boîte de nuit, groom avec le costume de Spirou, vendeur de chemises ou encore opérateur téléphonique au service client d'Orange. Il raconte même s'être retrouvé à manger des compotes de pommes éclairées par des bougies en guise d'éclairage. On est quand même très loin des lumières qu'on s'imagine être celles du succès des scènes de théâtre. Et toutes ces difficultés à ses débuts dans le métier d'humoriste, elles sont sûrement liées à une chose, son humour noir et surtout très provocateur. Pendant bien longtemps, beaucoup n'y croyaient pas, disaient que vous seriez jamais populaire, que vous rempliriez jamais des grandes salles, que votre humour était trop segmentant, trop noir, trop trash, trop tout. Je pense que c'est un humour qui provoque de la réaction. Ce que je veux dire, c'est que je pense que quand tu fais un humour un peu plus lisse, juste on t'aime pas, et moi je crois que soit on m'aime, soit on me déteste. Alors moi le démarrage c'était très simple, c'est que on me prenait même pas dans des festivals d'humour. Donc même des petits plateaux le samedi dans certains théâtres où t'as genre 7-8 humoristes par semaine, tu vois. Même ça, j'étais pas pris. À cette époque, il tentait de réussir tant bien que mal avec un premier vrai spectacle, un spectacle satirique sur les 3 religions monothéistes, Alléluia, bordel. Enfin, à l'origine, ça s'appelait Mes 7 péchés capitaux, où il incarnait chacun des péchés dans un dialogue avec Dieu. Et ça n'a pas été un succès énorme. Alors il a décidé de le retravailler. Il fait un travail énorme de recherche et d'étude des textes sacrés. Il se donne à fond et finalement il aboutit à quelque chose qui tient plus ou moins debout. Sauf qu'avant la première du spectacle, il se fait voler son ordinateur avec toutes ses recherches et surtout tous les textes du spectacle dedans. Un peu comme Orelsan qui avait perdu les notes de son téléphone avec toutes ses chansons dedans. On a perdu le plus gros hit de l'album, on va pas y arriver. Mais ça va pas l'arrêter. Il y a une première qui attend et on peut pas l'annuler. Alors, il réécrit entièrement le spectacle de tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse que c'est. Et c'est comme ça que va naître ce fameux premier spectacle que vous avez peut-être vu, Alléluia, bordel. Mais autant d'efforts qui vont, une fois n'est pas coutume, pas réellement payer, puisque le spectacle ne sera pas, à ses débuts, le succès du siècle. Mais toutes ces années de galère à tenter de survivre la journée et de briller le soir, elles vont s'arrêter grâce à un moment crucial en octobre 2010. Et c'est peut-être comme ça que vous l'avez connu pour la première fois, en tout cas c'est mon cas, c'était il y a près de 15 ans maintenant, l'émission On ne demande qu'à en rire. On demande qu'à en rire, c'est une émission diffusée à l'époque sur France 2, du lundi au vendredi à 18h, donc grosse exposition, dans laquelle des humoristes viennent faire des sketchs chaque semaine devant un jury qui les note. Ces notes déterminent alors s'ils reviennent la semaine suivante ou s'ils sont éliminés. Et ça a permis l'émergence de nombreux humoristes comme Arnaud de Samer, Florent Père, Artus, ou encore Pierre Cross. Ouais, et dès le premier passage, c'est un carton plein. Et je comprends bien, mais elle ne passe pas.
d'excellentes notes. Moi, j'ai décidé d'être généreux ce soir. Je vous donne 17 sur 20, Jérémy Ferrari. Qui donneront lieu à un second passage, puis à des dizaines pendant près de 2 ans. Les lumières des bougies sont alors remplacées par celles de la télévision et son spectacle, Alléluia Bordel, va complètement exploser. Le spectacle sera joué plus de 700 fois, réunira plus de 250 000 spectateurs et sera vendu plus de 30 000 fois en DVD. Ça y est, la carrière de Jérémy Ferrari peut vraiment commencer. Et ça, il le doit à sa détermination d'intégrer le cours Florent à l'âge de 16 ans, à ses années de galère à enchaîner des boulots qu'il déteste tout en guettant au loin une lumière que lui seul semblait voir, à son acharnement pendant près de 10 ans jusqu'à la télévision où il se donnera chaque semaine pour montrer le meilleur de lui-même, mais surtout à un humour très singulier, piquant et très provocateur, et à une manière de travailler tout aussi singulière. Ça y est, vous pouvez respirer un peu pendant les prochaines minutes, tout va bien dans la vie de Jérémy Ferrari. Ça va pas durer hyper longtemps, donc profitez-en. On va parler de son ascension et surtout de la manière dont il travaille. Et ça a été une des parties les plus passionnantes dans mes recherches. Bon, déjà parce que ça me passionne sur le principe, mais surtout parce que Jérémy Ferrari est vraiment unique en son genre là-dessus. Vous trouverez presque personne comme lui. Après son explosion à la télévision, Jérémy Ferrari va sortir en tout 3 spectacles. Alléluia Bordel que vous connaissez maintenant entre 2008 et 2014, 22 pièces à Beyrouth entre 2016 et 2018 et Anesthésie Générale entre 2019 et 2024. Le premier traite de la religion, le deuxième traite de la guerre et du terrorisme, et le troisième du sujet de la santé. Ouais, à première vue, c'est pas les thèmes les plus fun. Et en même temps, c'est ça l'humour noir. Selon le dictionnaire, on va faire simple, l'humour noir, c'est un humour qui vise à transformer des situations macabres, dramatiques, en une vision prêtant à rire pour amorcer derrière une réflexion de fond. Et il y a tout dans cette définition. Il y a la logique de situation macabre, dramatique, donc les sujets au départ, une vision prêtant à rire, donc l'humour qu'il utilise, pour amorcer derrière une réflexion de fond. Il y a le traitement des vrais sujets qu'il va essayer de faire quand même. De toute façon, moi je crois pas que notre travail, c'est pas forcément de prendre des trucs drôles pour les rendre drôles. Si c'est drôle, c'est déjà drôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des sujets de fond. Et je me dis, si mon travail, c'est de faire rire, normalement, avec n'importe quel sujet et du travail, je dois arriver à faire marrer les gens dessus. Et c'est quelque chose qui, déjà à ses tout débuts, était une de ses caractéristiques. J'aime bien prendre des sujets qui choquent les gens, en fait. Enfin, j'aime bien tourner à la dérision des sujets qui font pas rire habituellement, quoi. Et puis dans un spectacle, je pense quand même que c'est important. Donc j'ai mis quand même quelques piliers dans les spectacles. Des piliers, pour moi, c'est c'est des sketchs où les gens se reconnaissent tout de suite, quoi. Comme La Belle Famille, La Dispute, des choses comme ça où là, les gens se reconnaissent. Et la première question qu'on peut se poser, c'est mais comment il choisit ses thèmes de spectacle? Comment il en vient à se dire tiens, je vais faire rire sur les religions ou sur le terrorisme? C'est les premiers sujets que personne n'a envie de traiter. Et bien ce choix, crucial, puisqu'il va déterminer l'intérêt du public pour son spectacle, il part toujours d'une réflexion très simple. C'est toujours le même déclic dans ma tête, c'est que je suis à un repas de famille ou un repas entre amis et je vois 10 personnes qui ont toutes des sources différentes, tous des avis différents, et je me dis il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui croire en fait. Donc en fait, le problème c'est que le système est tel qu'on culpabilise les gens, on les juge, on les oppresse, on leur fait peur. Donc moi j'ai l'habitude de m'emparer de ces sujets qui sont un peu oppressants pour les gens et d'essayer de faire le tri. Le point de départ, il est toujours le même, l'air du temps. Il se connecte à la réalité, à la société, à ce qui parle aux gens et à ce qui fait débat. Une connexion essentielle selon lui au métier d'humoriste. Donc si tu restes ancré dans la réalité aussi, ça c'est très important, parce que si tu fais tourner des zéniths chez toi, tourner des zéniths chez toi, tourner des zéniths chez toi, plateau télé où on te dit ah bravo pour tourner des zéniths chez toi et que tu fais que ça, tu peux vite perdre la réalité. Et je pense que c'est un métier, nous les humoristes, où si on perd la réalité quotidienne des gens, on est mort. Et je pense qu'il y a des carrières qui s'arrêtent à cause de ça. C'est quand les gens ils viennent dans la salle et qu'ils se disent c'est bizarre ce qu'il me dit en fait. Il y a un truc il faut vraiment rester ancré dans la réalité, dans le quotidien des gens. Et donc il faut travailler et il faut se forcer à pas péter un câble, quoi. Et il admet même partir au départ d'une réflexion d'apparence démagogique. Ça peut paraître très démago ce que je dis, hein, mais j'emmerde les gens qui me diront que c'est démago parce qu'en réalité, tu peux retourner les trucs dans tous les sens, tu verras que c'est toujours l'argent qui décide. Je suis quand même quelqu'un qui creuse vraiment beaucoup ces sujets et souvent j'en reviens à un truc très simple.
Tu sais, souvent, je pars du principe que c'est l'argent qui décide. Par exemple, vente de pièces à Beyrouth, c'est ça mon axe de départ. Est-ce que les guerres modernes, donc on va dire après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elles sont d'abord régies par l'argent? Donc j'étudie le sujet pendant 2 ans ou 3 ans, et après j'arrive et je te dis, bah oui, c'est d'abord régi par l'argent. Donc c'est des magots pour quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet, mais pour le coup, ça fait 15 ans que j'étudie quand même des sujets de manière assez profonde, et ça en revient toujours à ça. Démagogie, souvent dépeinte négativement en politique, qu'il défend pourtant avec ferveur. On dit oh c'est des magots, j'en ai rien à branler en fait. En fait, ça, les gens qui me traitent de démago en permanence, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que je pense que la démagogie, ça devrait être une philosophie de vie. Ça devrait être obligatoire la démagogie. Parce que souvent quand même, ça te permet quand même de te rappeler quand même des bases qui sont assez fondamentales. Et d'ailleurs, il explique même sa façon de travailler quand il démarre sur un sujet. Bon, alors moi, vous savez, au départ, j'avais absolument rien contre l'homéopathie, mais il se trouve que j'en avais pris quand j'étais petit, que j'écrivais un spectacle sur la santé et que ça générait beaucoup de débats en France, donc je me suis dit, bon, je vais quand même regarder un petit peu, si je trouve rien, j'arrête, et puis on verra si j'en parle ou pas dans le spectacle. Donc j'ai commencé par un truc tout bête, j'ai tapé homéopathie à vie dans Google. J'ai vraiment commencé comme ça, je vous jure que c'est vrai. Et une fois qu'il a son sujet, qu'il a comme senti dans l'air du temps et dans l'air des débats familiaux ou amicaux, il se pose 3 questions. Est-ce que je vais être suffisamment drôle? Est-ce que je vais être suffisamment documenté? Et est-ce que je vais être suffisamment objectif? Et je crois que le plus fou, c'est qu'il a une intuition tellement précise qu'il commence toujours à écrire juste avant qu'un drame survienne. Pendant l'écriture de Vente de pièces à Beyrouth, il y a eu les attentats du Bataclan. Pendant l'écriture d'Anesthésie générale sur la santé, il y a eu la pandémie du Covid. Et là-dessus, il y a 3 options. Soit il est dans une forme de prémonition un peu comme les Simpsons, soit c'est le plus grand chat noir de l'histoire, soit il sent très bien les sujets de société lorsqu'il les choisit. Et cette 3e option, la plus probable, confirme la force de son intuition. Et donc à chaque fois, il se retrouve à devoir ajouter des passages liés à ces thèmes dans ses spectacles. Le truc, c'est que comme j'ai écrit un spectacle sur la santé, il se trouve que moi je l'avais démarré avant le Covid, ce spectacle. Donc du coup, j'ai dû le réadapter et donc du coup encore l'allonger, puisque évidemment je ne pouvais pas avoir un spectacle sur la santé, l'arrêter 1 an et demi et pas parler du Covid, c'était impossible. Et donc moi j'adore ça, je faisais déjà ça avec le Bataclan. Mais l'objectif derrière toute cette provocation au terme de sujets brûlants d'actualité, c'est pas juste de provoquer. En réalité, l'objectif, il est double. Informer et dénoncer. Parce que moi, je pars du principe que j'ai pas besoin qu'un truc me fasse marrer pour écrire dessus. Je trouve même qu'intellectuellement, c'est ça le challenge. Moi, ça me fait marrer de dire, je vais faire un sketch hilarant sur la sécurité sociale. Être drôle, c'est pas le plus dur quand on est humoriste. Enfin, je veux dire, c'est la base. Si t'es humoriste, normalement, c'est que tu sais être drôle. Sinon, t'es juste pas humoriste. Donc, à la base, ton travail à toi, c'est de chercher là où tu veux aller toi et ce qui te fait vibrer toi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aller dénoncer les trucs, de provoquer, d'aller là où on m'attend pas. Le vrai problème dont il faudra se méfier, c'est le silence. C'est si un jour, il n'y a plus d'humoristes qui le font. Là, il faudra s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter des humoristes qui font ce genre d'humour, qui même parfois peuvent déraper. Faut s'inquiéter du silence. C'est beaucoup plus grave qu'un dérapage. Un mec qui fait un sketch pas drôle, bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors que le silence des artistes, ça c'est vraiment la preuve d'une société malade. Avec un cheval de bataille qu'on a déjà évoqué, mais qu'il ne lâchera pas de toute sa carrière tant il lui tient à cœur, l'humour noir. L'humour noir de Jérémy Ferrari, c'est pas juste dire des horreurs sur des sujets sensibles en faisant attention à pas non plus aller trop loin. Non. Pour lui, ça veut dire prendre cette voie et y aller à 200%, si ce n'est à 300%. Parce que si vous n'y allez pas à fond, si vous n'allez pas au bout de la blague, le risque c'est qu'on ne comprenne pas qu'il s'agit d'une blague. C'est un peu ce qui était arrivé à Dieudonné selon Jérémy Ferrari. À partir du moment où ce que tu joues sur scène correspond aux idées que tu as dans la vie, tu n'es plus dans une dénonciation. Alors si tu n'es plus dans une dénonciation, alors c'est plus une caricature, c'est plus un personnage, c'est toi. Et si toi, tu es ça, moi, j'ai pas envie de te voir. À partir du moment où on se dit oh, c'est crédible, on n'est plus dans l'humour noir, on est juste dans la dinguerie pure et dure. Et c'est ce qu'il expliquait à tous les programmateurs un peu inquiets qui lui disaient Jérémy, t'es sûr que ça va passer pour celle-là? Tu vas pas un peu trop loin là? Comprenez en fait que si tu fais une vanne sur un sujet grave, si tu fais une vanne qui est méchante, on va dire à 100%, elle est 100% méchante. Elle est 100% méchante, donc quelque part, elle est crédible. Tu vois, c'est possible d'être 100% méchant à un moment donné. Donc, si tu veux permettre aux gens de pouvoir rire, il faut que ce soit 200% méchant. Parce que si tu es 200% méchant, c'est impossible. Même la plus grosse des pourritures, elle va pas montrer
à 200% qu'elle est une pourriture. Elle va le montrer à 100%, mais elle va toujours avoir un petit peu de retenue. Donc, si tu es à 200%, ça devient tellement méchant que c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, c'est absurde. Donc, si c'est absurde, c'est drôle. Et c'est comme ça que tu peux faire marrer les gens avec. Alors que quand tu réduis un peu la voilure et que tu vas à 80%, là, ça devient très gênant parce que là, tu dis pourquoi il a 80%, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher, tu vois. Pourquoi il a réduit, pourquoi il est gêné. Donc du coup, la démarche n'est pas bonne. 100%, c'est un peu ambigu. 200%, bon, soit tu vas dire « Ah, il abuse, ça me fait pas rire », mais tu vas pas te dire « Le mec le pense », tu vois. Aller aussi loin, ça permet presque de se protéger, parce qu'il y a une sorte de point de rupture à partir duquel on commence à quitter la rationalité, et qui donne aux spectateurs ce sentiment-là, vous vous souvenez au début de la vidéo. Et tout d'un coup, on perd pied. C'est-à-dire qu'on perd pied dans les convenances, on perd pied dans le tolérable, on perd pied dans l'admissible, pour entrer dans une galaxie où tout ce que vous dites tiré de son contexte, c'est 14 000 procès à la seconde. Or là, tout passe comme une lettre à la poste. Et c'est pas juste un choix artistique pour lui, c'est un enjeu de société, c'est une nécessité. Donc je me suis dit, c'est maintenant que t'es nécessaire en fait. Montre aux gens que tu peux être fort sur ce truc. Montre-leur que t'es là pour eux. C'est ça que tu as voulu être, alors soit à la hauteur de ce que tu as promis aux gens et de ce qu'ils te donnent, soit ça. Réfléchis pas et fais leur confiance. Comme si on osait enfin aller dire des choses qui fâchent et qui allaient avoir un vrai impact sur la société. Je pense que la notoriété de l'humoriste aussi joue. C'est-à-dire que moi j'ai senti que plus j'étais connu, plus les gens kiffaient de m'entendre taper sur les puissants. Mais c'est simple, c'est parce qu'ils se disent « le puissant va l'entendre ». Finalement, une absence de limite qui sonne pour lui comme le secret de la réussite. Et j'ai tout poussé au maximum. Ce qui fait que je crois que c'est ça qui a marché. Mais ce style, c'est pas juste un style. C'est pas un choix artistique qu'il a fait juste dans le but de réussir dans le milieu de l'humour et de se différencier. C'est une manière d'être très ancrée chez lui. Déjà lié à sa mère, comme vous le savez maintenant, mais surtout, ça se ressent dans sa façon de se comporter en interview ou dans des événements très graves de son quotidien. À un point vraiment hyper fort. Il suffit de voir cette histoire. Je pars pour l'enterrement. Enfin, c'est pas l'enterrement, c'est la cérémonie de... Bon, il s'est fait incinérer, Guillaume, et donc nous, on a organisé une cérémonie publique. Voilà. Donc je pars à la cérémonie publique. On a un groupe, moi, Arnaud, Baptiste et Guillaume. Je suis en route. Baptiste et Arnaud sont dans une autre voiture. Et Baptiste a écrit sur le groupe « Guillaume, t'y es déjà ?» J'ai pleuré de rire. Je suis en train de conduire, je vois dans le groupe Guillaume, Baptiste, Jérémy et tout. Je vois Baptiste qui écrit, je dis mais quoi ? J'ouvre et je vois Guillaume, t'y es déjà ? J'ai cru que j'allais mourir de rire. C'était trop drôle. J'avoue que moi ça me fait beaucoup rire, mais putain le recul qu'il faut avoir pour rire de ça seulement quelques jours après le drame qui s'est passé. Et c'est pareil pour toutes les interviews où il évoque sa tentative de suicide. On le voit en rire systématiquement. C'est quoi ton plus gros pétage de câble ? La tentative de suicide, on est pas mal, hein. Si. Quand même, mon meilleur ami, mon associé, a quand même retrouvé au bord d'une fenêtre à 20 mètres de haut, donc forcément. Bon, désolé, j'ai un peu spoilé ce moment de sa vie, vous m'en voudrez pas, on va y venir très bientôt, mais continuez à profiter de ce moment où tout va bien dans sa vie. Bref, Jérémy Ferrari, c'est une personne que l'humour noir a profondément construit, qu'il pratique dans sa vie de tous les jours avec un naturel absolu, et qu'il a érigé au rang d'art en le poussant au-delà de ses limites. Et cet humour-là, ça demande une véritable maîtrise. On ne peut pas attaquer des sujets aussi sensibles avec la légèreté qu'on tente de leur revêtir. Ça demande une méthode de travail bien particulière et qui, je crois, fait partie d'une des plus grandes particularités de Jérémy Ferrari. La façon dont travaille Jérémy Ferrari, elle se compose de 3 éléments. D'abord, ça passe par un travail de recherche digne d'un doctorant ou d'Élise Lucet pour une enquête journalistique. Un travail qui lui vaudrait même le qualificatif d'humoriste d'investigation. Non mais c'est très important de le dire, c'est que... Pour vous dire, il passe en moyenne 2 années complètes à travailler sur le sujet dont il va parler. Il prend des cours avec des professeurs, il lit énormément de livres et, toujours dans le but qui lui est cher de rester connecté au réel, il part à la rencontre de professionnels en immersion. Pour Vent de pièces à Beyrouth, il a suivi des cours de géopolitique en repartant des bases de l'histoire et de la géographie à cause de ses lacunes scolaires. Puis, après beaucoup d'études et de lectures, il est allé rencontrer des photographes de guerre,
des politiques, des militaires ou encore des journalistes. Pareil pour Anesthésie Générale, après une étude approfondie du sujet, il s'est rendu en immersion dans de nombreux systèmes de santé. D'ailleurs, ses recherches et ses rencontres, il les évoque dans ses spectacles. Alors moi j'ai un médecin généraliste avec qui je suis très ami, tu vois. Donc tout ce spectacle, dès que j'avais une info, c'est le premier que j'appelais, tu vois, pour avoir un peu son avis. Après j'appelais d'autres gens, mais c'est toujours le premier. Alors je me suis du coup renseigné du côté des spécialistes de la médecine non conventionnelle, et je ne vous en citerai qu'un seul, Edzard Ernst, premier professeur de médecine alternative au monde et ancien homéopathe lui-même. Puis il fonctionne ensuite par entonnoir, comme il l'explique beaucoup mieux que moi. Je fais vraiment comme un entonnoir, c'est-à-dire que, par exemple pour la santé, on a dit ok, quels sont tous les thèmes de la santé. Donc on a fait un grand tableau, on a mis tous les thèmes, après on les a rassemblés, machin, et on commence à étudier, on survole chaque thème, et dans chaque thème on trouve un truc qui est cool, on resurvole, cool, et à la fin on a une dizaine de thèmes, et on se dit ok, là on a 10 trucs intéressants sur 10 thèmes, tu vois, et après, je creuse un peu plus profondément chaque thème. Et là, je dis, ah ouais, ça, c'est vraiment cool. Et après, je vois ce qui m'inspire le plus, tu vois. À la fin, j'ai 7, 8, 9 thèmes. Je me dis, ok, celui-là, il m'inspire grave, celui-là aussi, celui-là aussi. Et c'est là que tout ce qu'il raconte sur son parcours scolaire prend enfin sens. Rappelez-vous, Jérémy, c'est pas quelqu'un qui déteste étudier. C'est quelqu'un qui est capable de le faire pendant des années sur des sujets très complexes, pour peu qu'il y ait une chose, du sens. Le monde est gangréné par le terrorisme, c'est comme ça. Pourquoi? Le système de santé va mal et les gens se questionnent beaucoup, c'est comme ça. Pourquoi? L'enfant qui ne cessait de répondre « pourquoi » au « c'est comme ça » des adultes a enfin les ressources pour trouver des réponses. Et ça, c'est un moteur suffisant pour se plonger dans la complexité des sujets qu'il choisit, pour que plus personne, jamais, ne se résigne au « c'est comme ça » et trouve enfin des réponses à ces « pourquoi ». Et tout ce travail, ça donne des spectacles de 3 heures très approfondis et surtout très sourcés. Ouais, alors en fait, en vrai, j'écris 4 heures et puis après, je coupe. C'est ça. Parce que donc j'arrive, j'ai 90 pages, je dis, c'est un peu long quand même. On fait des lectures, on dit combien ça fait, 3h15. Et ça fait d'ailleurs écho à une phrase de Saint-Exupéry que j'adore. La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi en éloquence. Souvent, on prépare une présentation, un discours, ce que vous voulez, on écrit tout ce qu'on a à dire, et on se dit « j'ai terminé ». Alors qu'on a fait que 50% du travail. Il faut repasser ensuite sur tout le texte en se disant « est-ce que chaque phrase est vraiment utile ?» D'ailleurs, là, je me demande si ce passage, il est vraiment utile. Mais je pense que oui, parce que c'est exactement la méthode que j'ai utilisée pour cette vidéo. J'ai passé des dizaines d'heures à regarder toutes ces interviews, tous ces articles et tous ces spectacles pour faire un travail de fond, avoir tous les éléments. Puis par entonnoir, j'ai abouti à des moments ou des éléments précis dont je voulais parler. Puis j'ai écrit un premier script et je suis repassé sur chaque phrase pour garder uniquement ce qui était utile à mon sens. Et ça, c'est un gros boulot. Alors si le résultat vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça me soutient énormément. Bref, des spectacles de plus de 3 heures donc, dont le but c'est d'alerter autant que d'informer, tous dirigés par un objectif très précis, et c'est le deuxième élément, la recherche de nuances et d'objectivité. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En fait, c'est très compliqué de se le dire. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, c'est d'essayer de trouver des choses, ça va être très étrange ce que je vais dire, mais d'être très dur, très engagé, très provocateur pour apaiser. Ça peut paraître très antinomique, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Mais il faut bien travailler son sujet et il faut travailler pour dégager son avis personnel des sujets. Et c'est très dur. Ce qui manque dans cette société, c'est la nuance, à mon sens. Ce qui manque à cette société, c'est la nuance. C'est très difficile, la nuance. Parce que la nuance, c'est accepter que 2 idées contraires puissent coexister et qu'une vérité puisse être entre les deux. Et qu'une vérité puisse être différente d'une minute à l'autre. Donc c'est pour ça que ce monde est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans ce monde. C'est parce que les gens veulent des choses tranchées. Je crois que souvent, l'intelligence et la vérité, c'est entre les deux. Je crois que la vérité n'existe pas. Je mettrai juste un petit bémol ici, attention à ce qu'on appelle le biais du juste milieu. C'est une erreur cognitive qui consiste à penser que la vérité se trouve toujours au milieu des 2 extrêmes qui existent. Ça pourrait par exemple aboutir à penser que si certains pensent que la Terre est plate et d'autres qu'elle est ronde, alors la Terre est sûrement ovale. Mais je lui accorde ici qu'on parle plus d'opinion que de faits. Je vais toujours parler avec des gens qui sont de mon avis et des gens qui sont pas de mon avis. Et quand j'ai pas d'avis, je prends les deux. Tu vois, ça c'est très très important de faire ça. Et d'ailleurs, il fait le maximum pour baser ses opinions débattables sur des faits, eux, qui ne sont pas débattables. Je ne donne pas d'avis sur scène, je me base sur des faits scientifiques. J'ai déjà pris de l'homéopathie, j'y croyais, ça a marché ou pas, honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire. Mais après, le sketch est entièrement basé sur des faits scientifiques. Et il ne s'exprime qu'une fois qu'il a bien étudié le sujet. Parce que je veux garder le crédit que j'ai auprès des gens.
Et je préfère que des gens me disent « Ah, mais oui, c'est facile de ne pas répondre et tout ». Je crois qu'on ne se permet pas assez, par exemple en télévision, de dire « Je ne sais pas ». Ou je n'ai pas envie de répondre à la question. Et d'ailleurs, Jérémy Ferrari, il tient absolument à ce que le public soit conscient du fait qu'il ne parle que de faits et de choses réelles. Par exemple, pour Alléluia Bordel, il tourne en dérision les textes sacrés en lisant des passages réels qu'il va ensuite moquer. Et au départ, les gens pensaient qu'il inventait les passages qu'il citait. Et donc ça marchait pas vraiment. Et puis un jour, il s'est mis à faire ça. L'homme aux testicules écrasés. Quoi ? Vous avez un doute sur ce que je vous lis? Oui, qui a un doute? Ah bon? Attends, rallumez-moi la salle, vous deux secondes. L'homme aux testicules écrasés. Je vous remercie. Et c'est à partir de ce moment que le spectacle a commencé à vraiment bien marcher. Parce que les gens se rendaient compte qu'il n'inventait absolument rien. Il pourrait aussi être victime du biais de confirmation. Ce biais, il consiste à avoir un avis au départ, et donc ensuite, dans ses recherches, à se focaliser uniquement sur ce qui confirme ce qu'on pensait. On passe alors à côté de plein d'éléments, donc de la réalité, et donc de l'objectivité. Et pourtant, ça aussi, il semble réussir à l'éviter. Mais donc, en fait, je suis toujours vierge des sujets que je traite. Je n'y connais rien. Moi, je commence toujours comme ça, mes trucs. Donc évidemment que j'ai une idée dans la tête. Ce dont je m'aperçois surtout, c'est que c'est plus complexe que ça. Et d'ailleurs, il a totalement conscience de ses limites. Selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, selon nos drames personnels, selon nos failles, selon nos expériences, on a des choses sur lesquelles on va être plus sensible que d'autres. Et on peut perdre en lucidité et on peut perdre en objectivité. Voilà, merci. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on n'a pas forcément conscience. Et c'est aussi pour ça qu'il ne se cantonne pas uniquement aux livres qu'il lit et aux études qu'il fait. C'est ça l'enjeu des rencontres et des immersions qu'il s'oblige à faire sur le terrain. Avoir des sons de cloche différents, des gens qui sont ici et des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont dans un camp et des gens qui sont dans l'autre, notamment sur des sujets aussi tendus et aussi clivants que la guerre. Quand on va sur des sujets comme la géopolitique, donc la guerre, etc., c'est très compliqué parce que chaque personne a l'impression d'avoir raison. Et quelque part, ils ont tous raison. Parce qu'ils ont un contexte qui fait que ils ont une argumentation à peu près cohérente. Vous prenez deux ennemis, vous parlez avec un, le premier vous dit « Ah putain, c'est vrai que quand même ce mec a raison. Clairement, ce mec a raison. Parce que lui, c'est vraiment un mec bien. » Puis après, vous allez parler à l'autre, du coup, avec un peu d'a priori, parce que l'autre vous a tellement convaincu. Et vous allez voir le deuxième, puis vous apercevez que lui aussi, c'est un mec bien. Et puis après, vous étudiez un peu le truc et vous vous rendez compte que les raisons pour lesquelles ces deux mecs se font la guerre ne sont pas les raisons officielles. Et toi, tu dis, mais en fait, ce mec est un mec bien, lui aussi, c'est un mec bien. Quel est l'enfoiré, en fait, qui a mis ces deux mecs l'un en face de l'autre, tu vois? Alors, parfois, de rencontrer des gens, de ressentir leur colère ou leur détresse, ça te donne de la force pour aller défendre tes propos sur scène. Parce que si juste tu donnes ton avis et que tu as lu dans des livres, c'est bien, ça te donne des arguments, ça te donne des mots, mais ça ne te donne pas l'énergie, tu vois. Et toute cette recherche de nuances, c'est quelque chose qu'on ressent complètement dans la façon que Jérémy Ferrari a de s'exprimer en interview. Il est hyper précautionneux sur tout ce qu'il avance et il anticipe systématiquement toutes les critiques qu'on pourrait lui faire sur des éventuelles imprécisions. Le système, c'est ça qui est bien dans ce système. On va dire le système c'est vague et le système c'est large. Oui, c'est vague et c'est large parce que oui, le système, qu'est-ce que c'est le système? J'en sais rien. Je parle des grosses ONG. La plupart et pas toutes. Hein. Il y en a aussi franchement des grosses ONG où j'ai rien trouvé de bizarre. Alors, je suis pas exactement sûr des propos exacts, hein, donc pas la peine de s'acharner sur moi. Je dis dès le départ, je vais dire un truc un peu approximatif. Mais... D'ailleurs, il déteste tous ceux qui prétendent savoir alors qu'ils n'en savent en réalité pas grand-chose. Je déteste qu'on culpabilise les gens, je déteste qu'on les juge. C'est-à-dire les Français, mais qui êtes-vous en fait pour représenter les Français? Qui sont ces gens qui disent la France, la France, la France, les Français? C'est toujours un mec qui est détesté par 99% de la France qui dit « Sachez que les Français, mais ferme ta gueule, tu ne représentes pas les Français, tu ne représentes rien du tout. » C'est pas parce que tu as une colonne dans un journal où tu vends 2000 exemplaires. Ces gens s'octroient
la parole des Français. Et c'est pour ça qu'à la télévision quotidienne, moment que je n'ai volontairement pas évoqué comme ces passages à TPMP, ils préfèrent largement l'écriture de spectacles longs. Une écriture qui permet de prendre le temps de savoir de quoi on parle et de se forger un avis pertinent au gré de recherches très approfondies. Et pour réussir ce tour de force d'une écriture très subtile, à la fois provocatrice et nuancée, il a une méthode d'écriture très originale que vous ne verrez nulle part ailleurs, et c'est le troisième élément de sa méthode. En fait, dans ma tête, ça me fait comme une espèce de bande, comme ça, de couleurs, avec différentes couleurs, différentes formes, différentes textures. Et quand je lis un texte, qu'il soit de moi ou pas, il faut que la bande soit d'une texture homogène, d'une linéarité parfaite et d'une couleur homogène. Quand j'écris une vanne et que je la répète dans ma tête, tant que je n'ai pas associé le mot, le bon mot, le rythme, l'intonation et le fond de la vanne, tant que je n'ai pas ces 4 éléments qui sont rassemblés, cette bande dans ma tête n'est pas parfaite. Et tant qu'elle n'est pas parfaite, je sais qu'il faut la retravailler. Et donc, souvent, en fonction de ce que je vois dans cette bande, je me dis c'est le ton, je me dis c'est le mot, je me dis c'est le rythme, et je change, et je teste, et au bout d'un moment, j'ai la ligne parfaite, et ça me fait comme une récompense. Quand j'ai la bonne combinaison, ça me fait ah ok, c'est bon. On est presque dans une forme de synesthésie. La synesthésie, c'est un phénomène neurologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés. Par exemple, vous allez associer certaines couleurs à certaines lettres. Il a jamais évoqué ce phénomène le concernant, mais je trouve qu'on s'en rapproche quand même beaucoup. Et bon, autant je vous conseille sa méthode de l'entonnoir quand vous travaillez sur un sujet, autant cette méthode-là, elle est tellement particulière qu'elle me paraît difficile à répliquer. Mais je vous laisse essayer, vous m'en direz des nouvelles. Jérémy Ferrari, c'est donc un humoriste qui fait de l'investigation pour réussir à faire rire sur des sujets très complexes ou très clivants. Et il est dans une forme de paradoxe, entre d'un côté la recherche d'une exagération absolue, d'une provocation ultime qui va très loin dans l'objectif d'être suffisamment caricatural pour paraître absurde, et de l'autre côté une recherche de nuance et d'objectivité. Un pari difficile qui semble presque impossible ou contradictoire, mais qu'on retrouve pourtant réellement dans ses spectacles. Ici, je vais me concentrer surtout sur Alléluia Bordel, les autres spectacles n'étant accessibles que de manière payante. Je ne vais pas les insérer ici pour des raisons de respect des droits d'auteur, mais il y aura quand même quelques extraits, ceux qu'il a publiés sur YouTube. Je vais vous montrer ici les éléments de forme et de fond qui font la singularité de Jérémy Ferrari sur scène. Sur la forme, on a d'abord une gestuelle très originale. D'ailleurs, pour en parler, Jérémy Ferrari, il dit ça. Moi, si tu étudies ma gestuelle, si je prends un metteur en scène qui prend les bases du théâtre, qui me voit sur scène, il se suicide. Mes déplacements sur scène, ça n'a aucun sens. Je suis comme ça, je me penche en avant, tout ce qu'il ne faut pas faire, a priori. Mais c'est ce qu'il faut faire pour ce que je fais moi. Et si tu viens me voir ce soir et tu viens me voir demain, je fais exactement la même chose. Tu as l'impression que je suis en roue libre totale et que tout ça est très, très, très machin. Mais chaque pas, c'est le même. Chaque truc, à chaque fin de phrase, si je suis là hier, je serai là demain. Et inversement. Donc, mais je crois qu'il faut laisser vivre ça chez les humoristes. Et ça rejoint beaucoup ce que disait ici Roman Fressinet. En fait, j'installe un peu comme ma base. Quand j'installe des trucs, c'est comme ma base, je suis nonchalant, etc. Mais quand je veux, je peux me redresser et mettre de l'énergie. Et donc, ça permet de faire des pics. Si je suis toujours en énergie, ça devient la routine, donc c'est plus de l'énergie, c'est juste un mec qui crie. Chose que j'ai trop fait, j'ai trop crié pendant longtemps. Et là, maintenant, j'installe une base qui est plus naturelle et posée, qui me permet de faire des pics. Le but, c'est pas d'avoir une posture et une gestuelle qui sont théoriquement parfaits sur le plan technique, mais un comportement qui est cohérent avec l'image qu'on veut renvoyer. Et donc, pour Jérémy Ferrari, pour les dialogues par exemple, ça donne ça. Abraham, mon chéri, mais pourquoi te lèves-tu si tôt ? Oh, ne t'en fais pas, rendors-toi. Je vais juste offrir notre fils unique en sacrifice. Ou ça, quand il compare les tremblements de terre à Fort Boyard pour les ONG. Tremblement de terre en Haïti. Oh, la France nous donne, l'ONU nous donne. Ah, on envoie des bénévoles sur le terrain. Bonjour, dans les quelques minutes, à accorder action contre la faim. Oh, de l'argent. Non. Prends Christine dans tes bras et fais un puits avec son ventre. Ou encore ça, quand il veut se rapprocher du public avec un ton de conteur. Parce que les homéopathes se basent sur la théorie de la mémoire de l'eau.
Laissez-moi vous compter. Une gestuelle souvent couplée à des longs silences qui rend la chose très efficace. Hey. Croyez pas quand même que le mec, là, quand il s'est retrouvé tout seul, au milieu de l'océan, accroché à 500 ballons d'hélium, il a forcément dû se regarder à un moment donné comme ça et se dire je suis quand même un sacré connard. Tellement efficace qu'une journaliste lui dira carrément que ce sont les moments les plus drôles de son spectacle. Et moi, j'ai beaucoup ri quand vous ne parliez pas. Pardon. Vous avez un talent de mime. En fait, avec votre corps, vous m'avez transmis plein de messages. J'étais morte de rire. Le deuxième élément, c'est au niveau de sa voix. Il alterne entre 3 voix très différentes. Une voix ultra surjouée, hyper théâtrale, quand il veut faire ressentir l'absurdité des textes ou quand il incarne un personnage. Au matin, son mari se leva, il sortait pour continuer sa route. Donc il l'avait oublié, sa femme, hein. Oh mais il s'en fout, il a bien dormi, oh, c'est bon. Une voix très basse, très naturelle, qui contraste énormément et qui donne un sentiment de confession. Donc là, son mari trouve quand même les mots qu'il faut et lui dit... Vous voyez pas évidemment, mais en fait ce qu'il lui dit c'est entre guillemets, alors il faut que je vous le fasse avec l'intonation, sinon on va m'accuser de détourner des textes. Je suis pas très doué pour faire les trucs sensibles, mais je vais essayer de vous le jouer correctement quand même. Et une voix intermédiaire, normale mais un peu haute, pour les blagues pures ou pour introduire les dialogues ou les personnages absurdes. Mais c'est la partie émouvante dont je vous parlais tout à l'heure. Faut quand même se rendre compte de la situation. Il ouvre la porte, il voit sa femme qui est en train de mourir à ses pieds. Et il va jouer par alternance sur ces 3 voix pour créer un contraste, en passant parfois très rapidement de l'une à l'autre sans transition. Alors là, tu vois qu'il y a du budget. Dans l'enveloppe, ils t'ont tout mis. Dans l'enveloppe, ils t'ont mis une seringue en plastique. Je dis, putain, comment ils savent que je suis de Charleville-Mézières? En fait, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. Donc, ce que tu vois ici, c'est le visage d'un enfant qui est très mal en point. Et cette alternance, elle permet de comprendre les moments où il est au stade de l'humour très noir, absurde, et ça permet surtout de bien suivre tout ce qu'il dit, même si parfois ça donne le sentiment de partir un peu dans tous les sens. Je dis bien l'impression de partir dans tous les sens, parce qu'en réalité, c'est millimétré. Et d'ailleurs, ces gestes et ces voix très différentes, à des degrés et des niveaux très différents, c'est probablement ça qu'il appelle des textures dans sa méthode d'écriture un peu mystique. Concernant le fond, ça rejoint un peu les méthodes qu'on a déjà vues. Cette fois-ci, vous allez pouvoir en prendre conscience avec la preuve par l'image. D'abord, le besoin qu'on comprenne et qu'on soit sûr que tout ce qu'il dit, c'est tiré du réel. Bon, il y a le moment où il va faire lire les textes au public, vous l'avez déjà vu, mais en réalité, ça passe par plein de petits moments subtils, plein de petites phrases, tout au long des spectacles. Et c'est assez drôle à constater. Moi, j'ai fait ce spectacle parce que tout ce que je vous raconte est vrai. Je le laisse ici, hein, si vous voulez vérifier ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à la fin du spectacle, vous avez un petit post-it, vous pouvez tout vérifier. C'est ça, si vous voulez vérifier. Alors, je vais bien sûr vous expliquer ce qu'a fait ce mec, hein, parce que les articles de presse que je vais vous lire également, bien sûr, sont vrais. Ah oui, alors celle d'après, je vous ai dit de temps en temps, j'allais revenir vers vous en disant que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, pour pas que vous doutiez. On y arrive. Il y a un article de presse, c'est mon préféré du spectacle, et souvent les gens ne me croient pas, alors je vous reprécise qu'il est vrai. Bref, il refuse catégoriquement que l'on parte de la salle sans être sûr de ça. Le deuxième élément, c'est un humour noir exacerbé qui passe par une chose essentielle pour lui, la surprise. L'humour, c'est la surprise. C'est-à-dire que votre cerveau, il va générer un rire si vous êtes surpris. D'ailleurs, quand une vanne vous fait pas rire, c'est que 9 fois sur 10, c'est parce que vous l'avez vu venir. Et d'ailleurs, votre réaction, c'est « ah, pff ». Et le « ah, pff », c'est « ah, je l'ai vu venir, elle est nulle ». Et ça passe par plein de petites techniques. D'abord par ce qu'on appelle des exordes ex abrupto. En gros, c'est le fait de commencer directement dans le vif du sujet, sans transition, de manière brutale. Par exemple, dans Vent de pièces à Beyrouth, il commence par fustiger le public victime des attentats du Bataclan sur leur manque d'organisation pendant l'attaque, et il enchaîne par un petit tuto à destination de son public sur comment faire si ça arrive, ce qui est probable vu le sujet qu'il aborde. Ensuite, ça passe aussi par le fait d'aller jusqu'à insulter gratuitement sa propre mère. Et de toute façon, moi, ma mère, ils peuvent la tuer, c'est une connasse. Et ça, c'est hyper surprenant pour un public, même si maintenant que vous connaissez bien leur rapport, vous vous doutez que ça a pas trop dû nuire à leur relation mère-fils. Et ça passe aussi par des moments comme celui-ci où il installe un setup, une mise en place hyper longue. Donc là, il se penche sur elle et puis il lui dit
pour qu'on attente une chute à un moment fort, émouvant, alors que la chute, bah c'est juste ça. Lève-toi et partons. C'est vrai, hein. Enfin, ça passe par du contraste entre des moments de moquerie. On vous les apportera plus tard parce que là on est dans la forêt, on essaie de faire rentrer un spéculum dans le cul d'un hérisson. Et une chute qui rappelle une terrible réalité. Avec ce qu'a remboursé la sécurité sociale pour l'homéopathie cette année, on aurait pu embaucher 2000 infirmières. Ça aurait été pas mal, hein. À tel point qu'on peut lire dans les commentaires « Je suis professionnel de santé. Je regarde ce sketch 2 à 3 fois par an et je le conseille souvent à des patients. Souvent je pleure de rire alors que je le connais par cœur. À chaque fois je verse une larme quand il dit qu'on aurait pu embaucher cette année 2000 infirmières avec l'argent remboursé pour l'homéopathie. Je prends ce choc en pleine face à chaque fois. Alors enfin, troisième et dernier élément sur le fond, il joue énormément avec le public. Ça passe par le fait d'anticiper leurs réactions et de jouer avec comme pour leur faire des reproches alors que c'est lui qui est en train de dire des horreurs. En tout cas, j'en suis quand même arrivé à une conclusion, c'est que dans le domaine de la sexualité, ça reste quand même les prêtres les plus courageux. Quoi? Tu sais que tous les soirs quand je dis ça, il y a ce petite vague de rire comme ça de... Arrêtez de vous moquer des prêtres. Et ça va carrément jusqu'à insulter le public. Ma mère, elle a une phobie quand elle va voir des spectacles d'humoristes. C'est d'être prise à partie. Et bah si vous êtes comme elle et que vous allez voir Jérémy Ferrari, un conseil, allez le plus loin possible dans la salle au 26e balcon caché derrière un poteau qu'on ne puisse pas vous apercevoir ni vous interpeller. Parce que sinon, voilà ce qui pourrait vous arriver. Tes foulards léopard. C'est quoi? C'est un S comme Superman que t'as sur tes seins là? Et un jean complètement troué? Mais où est-ce que tu t'es cru donc? Alors, action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté, à ton avis combien? Oui, 10 milliards, oui, bien sûr. 56e puissance mondiale, action contre la faim. Et je vais vous le faire découvrir ce soir, qu'est-ce qu'elle est con. Et non, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais tu vas remettre tes couilles en état avant de venir, tu... Et j'aurais aussi pu vous mettre des extraits de ses sketchs à On ne demande qu'à en rire, pas tant sur la façon qu'il avait de se comporter sur scène, mais parce que 2 de ses 5 premiers sketchs sont très révélateurs des sujets qu'il allait par la suite aborder. Bref, Jérémy Ferrari a réussi à être un humoriste accompli qui remplit des dizaines de salles avec des milliers de spectateurs. Il a enfin tout ce dont il rêvait quand il était enfant. Le pari de son départ à Paris a été gagnant et il a tout pour être heureux. Malheureusement, si vous avez bien écouté l'intro de cette vidéo, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début. Mais l'histoire d'aujourd'hui va vous prouver le contraire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme qui a choisi le noir pour colorer son humour et qui s'est retrouvé, à force d'addiction, à en broyer un peu trop. Et malheureusement, dans On ne demande qu'à en rire, derrière ce décor d'apparence idyllique, dans la vie d'un homme qui à 8 ans déjà rêvait d'être une star de l'humour en regardant les cassettes VHS de Pierre Desproges, se cache une réalité bien plus sombre. Jérémy Ferrari, c'est quelqu'un qui a 2 problèmes. 2 gros problèmes. Il est sujet à énormément d'angoisse au quotidien. Tu te lèves, t'es tellement angoissé que tu ne peux pas fonctionner. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner. T'es pris d'un truc dans ta poitrine qui fait que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas rester assis, tu ne peux pas réfléchir à quelque chose, tu ne peux pas parler à quelqu'un parce que c'est du temps que tu peux pas utiliser à réfléchir à tu dors bien. Tu dors pas bien, t'es dans un état... C'est une catastrophe d'angoisse. Et il est sujet, neurologiquement, aux addictions. Quelqu'un peut ne pas avoir de problème dans la vie, peut ne pas avoir besoin de s'échapper avec une drogue et être totalement addict parce qu'il a un problème d'addiction. C'est une maladie neurologique et on va dire, donc pour expliquer vraiment dans les grandes lignes, on va dire que tu as une zone qui s'appelle la zone de récompense. La zone de récompense, c'est la première fois que tu vas manger de la papaye, par exemple, et ton cerveau, il dit « Ah putain, on aime bien la papaye, c'est vraiment cool la papaye. » Donc toi, t'es pas addict, bon ben voilà, tu gardes dans ta tête que t'aimes bien la papaye, puis un jour, tu vas repasser devant un truc de papaye, tu vas dire « Tiens, je vais acheter une papaye, c'est vrai que j'aime bien. » Bon ben, on va dire que le mec qui a un problème de dépendance, son cerveau tout de suite il dit attends, ça c'est vraiment cool, il faudrait qu'on en prenne 2-3, que tu te retrouves avec des stocks de papaye, puis après t'as peur de plus avoir de papaye, alors il te faut de la papaye chez toi, tu fais pousser des papayers, et tu deviens fou avec la papaye, etc. C'est un peu le même problème que Roman Frécinet, là encore. Vous êtes de nature addictive. Nature addictive. C'est quoi sa nature addictive? C'est terrible. C'est quand on tombe très facilement accro à tout en fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et dans la vie de Jérémy Ferrari, ça a pris la forme d'une consommation d'alcool dont la propension dépasse l'entendement. Il est tombé dans une consommation qui, tout comme son humour noir, a quitté le monde de la rationalité. Et d'une vie à peu près normale mais pétrie d'angoisse,
il bascule progressivement dans la maladie. Ce qui fait basculer un truc de la vie normale à une maladie, c'est l'intensité, la fréquence et l'épaisseur du problème et les impacts que ça a sur ta vie. Et cette intensité dans la consommation d'alcool, elle va progresser au point de le faire sombrer dans ce qu'on appelle l'alcool noir. Pour bien comprendre, et en vulgarisant énormément, il faut savoir qu'il existe plein de différentes formes d'alcoolisme. Et parmi elles figure une des plus graves qu'on appelle l'alcoolisme noir. Et ça consiste à boire des quantités astronomiques d'alcool chaque jour. Ce qu'on appelle, nous on appelait ça comme ça un peu entre nous en cure et tout, l'alcool noir, c'est ces gens qui meurent jeunes de l'alcoolisme en fait. 40 C'est-à-dire ans, que, 45 ouais, ans. parce qu'en fait t'arrives à très vite à boire des 6-7 litres de vin et tu fais beaucoup de coma éthylique et c'est des gens en fait qui tu n'arrives jamais à diminuer les doses, tu ne fais que les augmenter. Au début, Jérémy Ferrari sent qu'il a un problème avec ça, mais il réussit à garder une consommation à peu près normale. Puis, à partir de 30 ans, il commence à accepter de boire tous les soirs après le travail. Et progressivement, les angoisses gagnent du terrain et il commence à mettre un peu de whisky dans son café avant des émissions où il sent que ça va être difficile pour lui. Et avant qu'il n'ait eu le temps de s'en rendre compte, il en arrive à boire du matin au soir, sans s'arrêter. Jusqu'à plonger dans un alcool noir qui ne devient plus la simple recherche d'un état de soulagement, mais une nécessité pour simplement fonctionner. L'alcool a totalement pris le dessus. Il est complètement sous son emprise. Et ça va durer longtemps. Il a bien conscience de son problème avec l'alcool. Il a conscience que ça détruit sa vie. Mais il n'envisage tellement pas de vivre sans et de supporter les angoisses qui le pétrissent qu'il ne parvient pas encore à se dire « j'arrête ». Parce qu'à ce moment-là, pour lui, arrêter l'alcool, c'est cesser de fonctionner. Et à partir du moment où il prend conscience du problème qu'il a avec l'alcool, il va se passer 1 an avant qu'un terrible événement ne survienne et n'agisse pour lui comme un déclic. Un soir, alors qu'il est 4h du matin et qu'il est à son hôtel, complètement alcoolisé, il s'approche de la fenêtre. Il n'a pas l'intention de sauter, mais il se pose simplement la question, qu'est-ce qui se passerait si je le faisais ? Et là, il se rend compte d'une chose terrible, cette simple pensée de sauter, sans pour autant l'envisager, lui procure de la joie. Il commence à percevoir le soulagement que ce serait, la délivrance que ça lui offrirait. Mais le hasard de la vie étant ce qu'il est, c'est à cet instant précis que son meilleur ami, Michael, entre dans la chambre d'hôtel et voit son ami au bord de la fenêtre. Ils discutent, son ami lui demande si ça va et Jérémy le rassure sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de sauter. L'incident se termine comme ça. Sauf qu'un peu plus tard, alors qu'il se retrouve une nouvelle fois au bord de cette même fenêtre, cette fois-ci, il envisage plus sérieusement de sauter. Il ressent à nouveau de la joie dans cette simple perspective d'une libération qui se limite à un petit geste, sauter. Un mouvement et c'en est terminé. Tous les démons qui l'étreignent depuis si longtemps auront disparu. Et là, cette fois-ci, il glisse. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Ils sont bien loin à cet instant le succès, les salles de spectacle et les passages télévisés. Cette glissade, c'est peut-être la fin de tout ça. Et plus simplement, la fin de sa vie. Heureusement, il se reprend dans le même instant qu'il tombe, comme par instinct de survie, et se raccroche à ce qui lui reste de la fenêtre, comme pour se raccrocher à la vie. 2 petites secondes qui auraient pu lui coûter la vie, mais 2 petites secondes qui vont finalement lui redonner la vie. Parce qu'en se raccrochant, il prend conscience de son état et de l'ampleur du problème. Il s'enfonce dans la chambre le plus au fond possible comme pour s'éloigner d'une mort qui semble lui tendre la main et il dit à son ami Michael cette phrase qui marque le point de rupture de cet épisode de sa vie, « Il faut qu'on m'enferme ». La prochaine étape est donc toute décidée, la cure de désintoxication. Une décision qui fait écho aux meilleurs conseils qu'il considère qu'on lui ait jamais donnés. Pendant 30 ans, tu n'as fait que ce que tu voulais faire et ça t'a amené au bord d'une fenêtre. Pourquoi pendant 1 mois, t'essaierais pas de faire ce que t'as pas envie de faire ? Alors c'est décidé, Jérémy Ferrari fera pendant 1 mois ce que personne n'a envie de faire, suivre une cure de désintoxication. Mais alors qu'il s'apprête à pousser la porte de la clinique suisse dans laquelle il suivra sa thérapie, une terrible vision lui vient à l'esprit. Il s'imagine devant un magnifique coucher de soleil, accompagné d'une pensée révélatrice de la difficulté d'arrêter l'alcool. Je ne pourrai plus jamais avoir un verre de rosé à la main alors que je contemple ce paysage. L'alcool s'est immiscé dans chaque vision de plaisir qu'il pourrait avoir. Mais à défaut de ne plus pouvoir jamais boire un verre de rosé bien frais devant un coucher de soleil, il pourra à nouveau profiter de la vie. Et ça, il en a bien conscience. Alors, d'un pas décidé, il pousse la porte, et c'est parti pour les semaines les plus difficiles de sa vie, mais qui seront peut-être, pour lui, une renaissance.
Sa cure de désintoxication, elle est composée de 2 éléments majeurs qui vont réellement lui permettre de s'en sortir. Le premier, c'est sa rencontre avec des professionnels de la psychiatrie qui vont lui permettre de comprendre comment il en est arrivé là. On pourrait se dire, je suis tombé dans l'alcool parce que ça allait mal, c'est comme ça. Mais je vous ai appris qu'on ne laissait jamais un dialogue interne s'achever sur un « c'est comme ça ». Et à la question « pourquoi ?», les psychiatres vont amorcer un début de réponse. Jérémy Ferrari, tu as été diagnostiqué obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH et haut potentiel HPI. Quand je suis rentré en cure de désintoxication après une tentative de suicide, je suis rentré dans une cure qui était géniale où il y avait plein de thérapeutes, psychiatres, comportementalistes, etc. Je vivais une errance diagnostique depuis 20 ans, 25 ans. J'ai demandé à aller voir des psys déjà à 14 ans parce que je sentais qu'il y avait des trucs dans la tête. Et tout le monde m'a toujours dit non, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand je suis entré dans cette cure, ils ont dit si, il y a des trucs. si, il y a des trucs. Donc j'ai dit bon, ben voilà. Et donc on s'est mis à faire plein de tests. Autant de diagnostics qui, s'ils ne résolvent rien en eux-mêmes, permettent de mettre des mots sur les souffrances qu'il a rencontrées étant enfant, notamment à l'école, mais surtout sur tout le terreau psychiatrique et psychologique qui a eu pour conséquence cette plongée progressive dans un alcoolisme noir devenu incontrôlable. Le deuxième élément de sa cure, tout aussi marquant dans son parcours de guérison, ça a été la parole. Le programme de sa clinique était fondé sur celui des alcooliques anonymes. Et ça, Jérémy revient énormément dessus. Moi, j'ai réussi à continuer à vivre sans traitement. Et 80% du traitement, ça a été la parole. Et le fait de te retrouver en face de quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, et qui va t'écouter avec énormément d'empathie, sans jugement, ça t'enlève un poids qui est inexplicable. Et c'est ça qui fait que ces réunions te font du bien. Quand tu ressors d'une réunion, tu es léger et tu n'as plus peur du monde extérieur. Des sessions de groupe de parole qui vont être d'une extrême violence, au moins à la hauteur de la violence de la maladie qui le touche à cette époque. Il te casse tous tes égos, tous tes trucs, les mensonges, tout va bien. Tout ce que tu racontes, et puis ils le font devant les groupes, tu vois. Je vais te donner un exemple qui résume bien le truc. On est 15, donc on est un truc de groupe comme ça, machin, et tout le monde doit raconter le moment où il a eu le plus honte, un truc qu'il a fait sous drogue. Chacun raconte son machin et tout, donc on arrive à moi, je raconte un truc et tout. Un truc vraiment dont j'ai honte et tout ça. Et puis la nana, elle s'arrête, elle me dit ah non, c'est pas ça dont t'as le plus honte, je te crois pas, je sens que c'est pas ça. T'as forcément un autre truc. Et donc elle était vraiment ouf. Et donc elle me dit non, ça je te crois pas et tout ça, machin. Je dis ouais, bon, effectivement, peut-être il y a un autre truc. Bah vas-y, il faut pas avoir honte. Donc tout le monde qui travaille. Tu racontes ton deuxième truc et tout. Et puis quelques jours après, non, le lendemain, le surlendemain, peu importe. Elle me croise et tout. Elle me dit bon, viens dans mon bureau et tout. Dans son bureau. Et elle me dit allez, maintenant raconte-moi le vrai truc. T'as honte. On est tous les deux, raconte-moi le vrai truc. Je raconte le vrai truc. Et effectivement, elle a raison. Il y a un truc que j'avais pas dit. Je raconte le vrai truc. Elle me dit ok, ça te fait du bien et tout. Je dis ouais, c'est cool et tout. 2 jours après, groupe. Au fait, Jérémy vous a menti il y a 5 jours. Il va vous raconter le vrai truc. Une violence qu'il juge libératrice, tout en précisant, avec la nuance qu'on lui connaît, qu'il s'agit uniquement de son parcours et non d'une généralité qu'il faudrait obligatoirement suivre pour s'en sortir. C'est ton parcours. Je veux rentrer, c'est ton parcours, c'est ta manière d'avoir vécu l'alcoolisme. Ouais. Et de vivre l'alcoolisme encore aujourd'hui. Alors, t'es pas l'exemple de, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui sont en quête de solutions. Ça, c'est ton parcours. Il y a autant d'alcoolisme que d'alcooliques. Évidemment. J'en profite d'ailleurs aussi pour vous encourager, si vous avez un problème avec l'alcool, à appeler le numéro vert Info Alcool Service que je vous ai mis en description et qui s'affiche à l'écran. Parce que si la cure de désintoxication a été un choix de Jérémy, une chose est certaine et constante dans tous ses discours sur le sujet, il faut en parler. Alors ça y est, Jérémy a suivi la cure jusqu'à son terme, ça va mieux, mais est-ce qu'il est pour autant totalement guéri ? Eh ben, oui et non. D'abord oui quand même, parce qu'il est totalement sevré et qu'il a arrêté de consommer de l'alcool. Et en même temps non, parce que c'est une maladie dont on ne guérit jamais vraiment. Je serai dépendant toute ma vie. C'est impossible de soigner cette zone, il faut la mettre en veille. Et on en revient à la phrase de Roman Fressinet, j'ai compris qui j'étais, tout ou rien, et j'ai choisi rien après avoir tout essayé. Mais reprendre une vie à peu près normale, ça n'a pas été facile tout de suite. Pendant 3 mois après la cure de désintox, tu te sens surhumain. Tu te dis, mais je suis tellement heureux sans drogue, mais comment j'ai pu me droguer ? Je suis tellement bien, je suis tellement fort sans drogue. Et ce truc dure 2-3 mois. Pendant 3 mois, t'es dans un truc comme ça, t'es à donf. Et après, ça redescend. Et ils te disent, c'est quand ça redescend que généralement les gens reboivent. Tu redescends, quand tu redescends, là, il y a
Là, tu ne ressens plus cette joie et cette force, tu ressens juste la vie normale. Et c'est généralement là que tu commences à te dire « Ah ouais, mais en fait, c'est pas mieux avant. » Replonger, ça peut être très tentant, surtout quand on a, comme Jérémy Ferrari, des angoisses tous les jours. On peut facilement en arriver à se dire « Allez, juste une fois !» pour ne plus avoir ces angoisses. Et durant ces instants, il se rappelle d'une phrase très importante qu'on lui a dit à son arrivée en cure de désintoxication. L'addiction te mène à 3 endroits. À la morgue, en prison ou à l'hôpital. Ce sont les 3 seules issues possibles. Alors, entre avoir une vie difficile avec des angoisses et des démons et ne pas avoir de vie du tout, son choix définitif est fait et il ne replongera plus jamais dans l'alcool. D'après mes calculs des éléments temporels qu'il évoque en interview, il aurait arrêté de boire à peu près en 2017. Et depuis cette date, c'est une toute nouvelle page de sa vie qui s'est ouverte. Une page où il a dû complètement réapprendre à vivre sans alcool, avec cette maladie autant que toutes les autres qu'on lui a diagnostiquées, finalement à se reprogrammer de A à Z. Sorti de l'alcool noir, il se retrouve face à une toute nouvelle page, une page blanche. Et il a beaucoup écrit dedans. Laissez-moi, pour terminer cette histoire, vous lire le nouveau et dernier chapitre de sa vie que j'ai intitulé, à l'image du premier titre du dernier album de Big Flo et Oli, La vie d'après. De chanter mes regrets de la vie d'avant, en profitant de ma vie d'après. Et je crois plus aux gens. Depuis tout petit, il y a une chose qui a toujours compté dans la vie de Jérémy Ferrari et qui donne du sens à tout ce qu'il entreprend, la scène. Alors, quand votre vie se retrouve complètement vidée d'une substance qui vous donnait l'impression, à tort, de la combler, vous allez chercher du réconfort dans ce qui compte vraiment. Ça me crée des moments de grâce incroyables sur scène parce qu'effectivement sur scène, tout d'un coup, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Tout s'arrête sur scène. Sur scène, je suis... Ah oui, même quand j'en parle, vous voyez, j'ai pris l'inspiration parce que c'est exactement ça. Vous voyez, je respire en fait. Et je me déteste tellement. Je me trouve tellement terrible avec les gens que j'aime, etc. que je me dis, allez, je me rachète un peu là, peut-être. Peut-être je suis pas complètement acheté si j'arrive à donner au moins un peu de bonheur aux gens à ce moment-là sur scène, quoi. Sa première thérapie, celle qui calmait les angoisses d'un enfant malheureux dans un système scolaire qui ne lui correspondait pas, elle est toujours présente dans sa vie. Et ça va grandement participer à sa guérison sur le long terme. Et la scène, pour lui, c'est pas un passe-temps. C'est pas quelque chose qu'il fait juste parce qu'il aime ça. Pour lui, c'est vital. C'est ce qui lui fait se sentir vivant. Et plus généralement, il voit le travail comme une thérapie. C'est les vertus du travail, quoi. Et lui, c'est un gars qui s'il arrête de travailler, il meurt. Premier Doug, hein. Après 2 Bercy complets, et plus de 90 000 billets vendus au cinéma, il a pris une matinée off. Quand Guillaume est décédé, on avait une séance de boulot chez lui à 10h le lendemain. Et moi, j'ai découvert... Il découvre Guillaume à 19h le soir, il quitte le commissariat à 1h30 du matin. À 10h, j'avais rendez-vous chez lui pour bosser. Il m'a appelé, il m'a dit « Mec, tu viens bosser, sinon je tombe ». Mais la scène, on peut pas y être tous les jours du matin au soir. Alors Jérémy s'est aussi occupé du reste de sa vie. D'y remettre une forme d'ordre, non sans excès parce que c'est de ça qu'il est fait, mais beaucoup plus sainement. Il se met à faire énormément de sport tous les jours, à faire attention à ce qu'il mange, à mettre sa santé comme première priorité. Et dans ses interviews les plus récentes, on sent qu'il a énormément travaillé là-dessus. Et on le voit débarquer avec une toute nouvelle philosophie de vie. Alors après, moi, je suis tombé dans un mécanisme un peu extrême de l'autre côté, donc j'ai pas encore trouvé mon équilibre, c'est que je suis devenu l'inverse. C'est-à-dire maintenant, je fais ultra attention à ce que je mange, ultra attention à l'heure à laquelle je me couche. Et voilà, tu vas donc je suis dans un la mécanisme nuance. extrême de l'autre côté, mais c'est pas grave, je l'accepte parce que je sais que j'ai besoin de ce temps de mécanisme. Et il est positif par rapport à ta vie. Il est constructif, il est pas destructeur. En tout cas, il détruit plus rien, il construit. Alors du coup, je suis quand même... mes journées, c'est un peu nimble parce que j'ai tendance à les surblinder pour être tout le temps en train de faire quelque chose, etc. Donc il n'y a pas encore une espèce de tranquillité, d'apaisement qu'il faudra que je trouve à un moment donné, mais en tout cas, j'ai trouvé un nouveau système qui, pour le moment, n'est pas destructeur. Tu t'aperçois que, finalement, la règle du jeu dans cette vie, elle est assez simple, c'est qu'il faut respecter l'équilibre. Dès que tu es dans les extrêmes, ça ne marche plus. Pour lui, aller mieux, c'est faire tout ce que tu n'as pas envie de faire quand tu vas mal. Parler, bien manger, faire du sport et bien dormir. Et il érige alors tout ça comme véritable art de vivre. De toute façon, c'est très simple. Pour aller mieux, il faut faire tout ce que tu n'as pas envie de faire quand tu vas mal. Quand tu vas mal, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de manger correctement, tu n'as pas envie de dormir tôt, tu n'as pas envie de faire de sport. C'est exactement les 4 choses qu'il faut faire pour aller mieux. Parler, manger bien, dormir tôt et aller faire du sport. Quand on est très très mal, tout ça nous semble totalement inenvisageable et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais.
Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se lever et aller courir. Il n'y a personne qui revient plus déprimé d'un jogging qu'il n'en est parti. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose de physiologique qui se passe dans le corps qui va de toute façon donner de la récompense. Donc au pire, tu n'iras pas. Je dis pas que tu vas te sauver d'une dépression avec le jogging. Évidemment, je ne suis pas stupide. Je dis juste qu'il faut mettre des éléments de discipline en marche dans sa vie et s'y tenir. Il y a plein de choses qui peuvent t'aider à aller mieux. Il y a du soutien, des psys, des psychiatres, des psychologues, la sophrologie, ce que tu veux. Tout ce qui te... N'importe quelle chose qui peut t'aider, il faut le mettre en place dans ta vie. Mais il y a quelque chose auquel tu ne couperas pas, c'est ce que tu dois faire toi. Si tu attends que les choses changent d'elles-mêmes par des aides extérieures, ça ne changera jamais. Et tout ça, c'est des conseils qu'il va évidemment appliquer à lui-même, mais qu'il va aussi conseiller à toutes les personnes autour de lui qui iraient mal. À une période, Arnaud de Samer, avec qui il avait fait ses débuts dans On ne demande qu'à en rire, allait très mal. Mal au point de vouloir arrêter complètement le métier d'humoriste. Et c'est Jérémy Ferrari qui l'a pris en main et qui l'a aidé à sortir de là. En fait, à un moment donné, moi, je me suis remis vraiment entre les mains de Jérémy. Mais vraiment, j'avais plus aucun repère dans ma life. Rien. Paumé. Et à un moment donné, t'as un ami qui a des mots qui résonnent, qui est machin. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que qu'il fallait que j'arrête d'attendre du monde, de tout subir, de me victimiser, d'attendre que ça... Non, c'est lui qui m'a fait comprendre ce qu'il vient de dire à l'instant. Qu'à un moment donné, si tu te sors pas les doigts et que tu n'es pas le propre vecteur de cette renaissance, bah, c'est mort, quoi. Et les voici les dernières lignes de ce nouveau chapitre de sa vie d'après. Aider les autres. Aider ses amis comme Arnaud de Samer, mais aider aussi toutes les personnes qui iraient mal et qui se trouveraient dans son public un soir de spectacle. Tous les soirs, j'ai la chance d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000 personnes devant moi. Je sais que dans ce public, il y a des gens comme moi, des gens qui n'ont pas encore trouvé la porte, qui n'ont pas encore trouvé la voie. Et je sais que leur expliquer ce qui s'est passé pour moi, ça va les aider. Et a priori avec succès, puisque le top commentaire de cette vidéo est le suivant. Une situation très étrange pour moi. Je suis fan de Jérémy Ferrari depuis un bon moment maintenant, et jusqu'à récemment, je n'avais jamais réussi à sortir du déni et à chercher à affronter mon alcoolisme. Voilà qu'aujourd'hui, 6 mois après mes premiers rendez-vous avec des psys et des addictologues, je tombe sur cette vidéo. Le choc. Mais un bon choc. Alors merci beaucoup, un immense merci à Jérémy Ferrari. Il prend d'ailleurs un long moment dans son dernier spectacle, Anesthésie Générale, pour parler de son alcoolisme d'antan. Et on le voit beaucoup prendre la parole dans les médias à ce sujet. Je prenais des grands shakers comme ça. Je mettais des glaçons, je les pilais au fond, je prenais une bouteille de rosé, je remplissais le shaker. Comme ça. Je buvais ça glacé. Un shaker comme ça, c'est pratiquement toute la bouteille de rosé. Je pouvais boire ça en une demi-heure, sans aucun problème. Une façon à la fois de montrer qu'il n'a pas honte d'en parler si ça peut aider des gens, d'encourager à en prendre conscience, à parler avec des professionnels, mais surtout de déculpabiliser sur le fait qu'il s'agit d'une maladie et non d'un manque de volonté. Alors aujourd'hui, Jérémy Ferrari, c'est un humoriste qui va bien dans sa tête, qui se sent bien dans son corps et dont la carrière est au sommet. Un humoriste qui tente d'aider les autres, de ceux qui traversent les mêmes démons que lui, aux humoristes qui cherchent à réussir avec son rôle désormais de producteur et de mentor d'artistes, comme Laura Lone par exemple. Un humoriste qui continue de monter sur scène pour informer, alerter et dénoncer. En bref, un humoriste que j'espère vous avez pris plaisir à rencontrer pendant les longues minutes d'une vidéo faite avec passion. Et qui a un dernier conseil à vous donner, après vous être abonné, avoir aimé la vidéo, l'avoir commenté, et avant de partir retrouver votre vie normale. Quand quelqu'un vous dit que ça n'est pas possible, demandez-lui toujours pourquoi. C'est hyper important. Parce que quand tu demandes pourquoi, souvent tu t'aperçois qu'il n'y a pas de raison. C'est juste une peur qui est transmise et on te dit ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que... c'est comme ça.